Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais annoncé, voici ma vidéo sur Voyage of Time, sorti en 2016 mais sorti en France chez nous en 2017 dans une séance unique. Donc une séance unique qui s'est déroulée le jeudi 4 mai. C'est un film avec uniquement des voix. Les voix de Cate Blanchett dans la version cinéma classique et la voix de Brad Pitt dans la version IMAX, qui a une durée standard des films IMAX, à peu près une quarantaine de minutes. C'est un film qui dure 1h30, en tout cas la version que j'ai vue, et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, c'est Terrence Malick qui a un projet complètement fou de nous narrer la naissance du monde, la naissance aussi de l'humanité et son devenir. C'est ambitieux, c'est un film qui remonte aux années 70, le projet, et il a été terminé des années avant même sa sortie cinéma. Ils étaient en train de penser la voix off en 2011, donc je pense qu'ils avaient déjà monté une sacrée partie du film, sachant qu'il y a aussi des morceaux de Tree of Life dans le film, et je parle pas simplement de morceaux, ce sont des plans exacts de Tree of Life dans Voyage of Time. C'est un film qui suscitait beaucoup d'attentes quand même, et je dois bien vous avouer que j'ai été un petit peu déçu, j'ai été un petit peu refroidi à la sortie du cinéma. Ça doit être aussi dû à les conditions dans lesquelles je l'ai regardé. J'étais très surpris, j'ai sous-estimé la cinéphilie parisienne. Je me suis retrouvé dehors sous la pluie dans une file d'attente qui n'en finissait pas. Je croyais que c'était une file d'attente, vous savez, pour des spectacles de théâtre, mais en fait c'était la file d'attente pour le Malick. Donc voilà, j'en menais pas large. Je me suis dit oh là là, comment je vais faire pour rentrer dans cette salle ? Et au final j'ai eu un siège au premier rang, un peu sur le côté. Je trouve que c'est pas optimal pour vraiment apprécier les images. Donc voilà, les torticolis étaient de sortie, j'ai envie de dire. Donc bon, je trouve que j'étais déjà mal placé pour recevoir le film, mais au-delà de ça aussi, la structure du film m'a un petit peu surpris et je m'en veux au final de ne pas avoir été emporté émotionnellement comme je l'ai été avec Samsara quand je l'ai vu à la Géode. Alors là, j'étais vraiment dedans, quoi. J'en ressors un peu frustré, mais le film reste intéressant à voir puisqu'il s'agit quand même de la démarche d'un auteur que nous connaissons bien, surtout dernièrement, il a accéléré son rythme de production. C'est un film qui a de l'ambition, très clairement. C'est un film qui veut nous montrer tout un processus des différentes étapes assez clés de la formation des étoiles, de l'univers, de notre soleil qui revient souvent dans le film. C'est une figure marquante, le soleil. C'est le soleil qui donne la vie puisqu'il y a énormément de plans de la nature mis en rapport avec le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans le film. Nous avons les étapes de la création de notre petite planète avec les volcans, les formations rocheuses, l'eau et la vie qui commence à venir, de la division cellulaire jusqu'à l'homme et ses constructions. Le film ne s'attarde pas sur notre aspect urbain, ça va très très vite, on a quelques plans et c'est terminé. Voilà, on a quelque chose de très poétique, du travail de son, c'est bien en sound design qu'en bruit comme ça de la nature et de musique. Il y a un truc très très étrange, c'est que c'est entredécoupé de plans, de séquences en vidéo, et c'est de la vidéo, c'est pas du 16 mm, c'est de la vraie vidéo sur notre monde, un petit peu partout, en Amérique du Sud, en France, en Asie, voilà, on veut nous montrer des morceaux de notre monde. Alors bien sûr c'est en vidéo par rapport aux autres plans qui sont des plans qui sont filmés en haute résolution, en IMAX, je pense pour la plupart de ces plans, donc ça fait vraiment un choc bien sûr, et on joue aussi sur le format de l'écran, donc ça fait très très bizarre d'avoir cette différence, et tout cela est narré, encadré par la voix de Cate Blanchett, donc on a quand même une structure qui est ponctuée, qui est rythmée, et finalement ces morceaux comme ça de vie instantanée filmés en vidéo, ce sont un peu les morceaux de transition, ils ne durent pas très longtemps, et ça permet de faire respirer le récit, de relancer une nouvelle observation, une nouvelle contemplation, donc c'est plutôt bien, et ça rassure en fait, je trouve, au niveau de la structure, mais en même temps je trouve que ça m'a saccadé
la contemplation et finalement l'hypnose des images. Ça m'a énormément surpris parce que dans les bandes annonces, après bien sûr il ne faut pas se fier aux bandes annonces, mais on nous vantait des magnifiques images et là tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ça ? On a de la basse résolution. Donc ça donne un coup comme ça et en fait je ne comprends pas aussi ce choix de nous l'avoir filmé en vidéo. C'est un choix esthétique qui est fort, c'est de nous filmer notre contemporain, les rues dans lesquelles nous passons en vidéo. Donc vraiment dans une résolution très 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 basse, hein, une gestion de la lumière qui est absolument catastrophique. Comme si le film voulait vraiment nous passer un message des contrastes énormes entre la nature qui est belle et nous qui faisons n'importe quoi sur cette planète. Alors que je trouve qu'il aurait été peut-être plus intéressant, enfin plus beau, on va dire esthétiquement, de tout nous filmer de la même façon. Parce qu'il ne se prive pas de filmer la tour Khalifa à Dubaï avec de magnifiques lumières la nuit, c'est vraiment très très beau. Par contre, quand il s'agit de filmer les pauvres mendiants dans la rue, bon alors là c'est absolument apocalyptique, quoi. C'est pas beau à voir du tout. Alors que Ron Freaky, lui, quand il fait Baraka, il filme aussi des gens qui sont dans la rue, mais il les filme vachement bien. Enfin, voilà, avec juste un plan fixe, quoi. Mais lui, du coup, alors c'est là que c'est aussi complètement intéressant, en même temps, cette démarche, c'est que Malick filme ses morceaux dans la rue, de la même façon qu'il filmait ses derniers films, c'est-à-dire Tree of Life ou celui que j'avais vu, là, Nights of Cup. Ou Night of Cups, je sais plus, l'un des deux, je n'ai pas vu à la merveille, c'est filmé de la même façon, avec cette espèce de caméra libre, et par contre c'est beaucoup plus cuté, quelque chose de sensoriel, de charnel aussi, on regarde les mouvements des gens, les regards, c'est assez rapproché, voilà, ça je trouve que c'est très malikien cette façon de faire, c'est une façon qu'il systématise, hein. C'est pour ça que je trouve que le film est vraiment de Malick, et en même temps on a ces plans magnifiques de nature, mais vraiment des choses... si vous n'êtes pas habitué à voir ce genre de film, vous allez vraiment vous délecter d'une nature magnifique. Alors il y a des plans qui sont terrifiants, hein. Il y a des plans qui font froid dans le dos. Il y a bien sûr la découverte des lieux, et on ne sait pas exactement où c'est, mais on est quand même transporté. Mais il y a un lieu qui m'a vraiment choqué. C'est une espèce de plaine aride, avec aucun buisson, parce que c'est une plaine où il y a des volcans. Et à un moment, on voit un espèce de petit trou, et on voit la lave comme ça qui passe, et c'est assez impressionnant. Et après, on nous filme une espèce de grotte, comme si la terre s'était ouverte, comme s'il y avait une plaie en fait dans la plaine, et on voit en dessous une caverne immense, on dirait une nappe phréatique de lave, et on voit la lave qui coule, enfin qui passe comme ça, comme une espèce de torrent à toute vitesse, et on se dit le lieu est immense en dessous, on croirait que vraiment la lave passe comme ça dans un circuit sanguin de notre planète, mais c'était affolant parce que là on rendait compte de l'immensité de ce qui se passe en dessous, en fait, de grottes dans lesquelles passe la lave. Donc, ce plan m'a vraiment impressionné, j'avais jamais vu ce plan, parce que j'avais vu un film IMAX sur les volcans, mais je crois pas qu'il y avait ce plan à l'intérieur, donc c'est très très impressionnant de voir ça, et régulièrement on a de très fortes images sur notre nature qui rendent vraiment compte de quelque chose d'imposant, de quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir forcément, très très bien éclairé, très maîtrisé au niveau de la composition. Ça ne m'étonne pas de cet homme. Tout cela pour rendre compte d'une puissance de la nature. Pour rendre compte aussi, puisqu'il s'agit du voyage du temps, voyage of time, de la création de différents éléments. L'homme étant une des dernières créations dans ce monde-là, et on va montrer l'homme dans ses premiers aspects. Alors c'est en plus la façon dont on montre l'homme, c'est absolument génial. On commence, voilà, on a du sable avec un espèce de petit insecte, de petit crabe où on sait pas trop ce que c'est, qui commence à se déplacer. Alors on se dit voilà, c'est un petit bonhomme, il fait sa vie, et puis tout d'un coup on a une main, un homme qui vient essayer de prendre le petit insecte. Voilà, on sait pas trop ce qu'il veut faire avec. Donc l'homme qui veut déjà, on va dire, prendre possession des choses, dominer les autres,
Et ce qui est bien, alors toute la séquence avec l'homme, j'ai adoré, parce que c'est aussi filmé comme le ferait Malick, hein, avec des espèces de caméras qui sont libres et les gens qui essayent d'improviser en fait des mouvements préhistoriques, pas de dialogue du tout. C'est très très libre. Il y a des moments qui sont très marrants parce qu'à un moment, bien sûr, ils veulent manger. Alors ils apprennent à manger. D'abord, il y a les baies ou des feuilles, enfin ce qu'ils peuvent trouver. Puis après, ils commencent à prendre de la viande, quoi. Donc on a des confrontations avec des animaux. Et à un moment, il y a un truc assez génial avec une autruche. Ils veulent voler les œufs à une autruche. Donc il y en a un qui essaye de provoquer l'autruche et l'autre derrière qui va prendre l'œuf. Et quand il a pris l'œuf, il y a l'autruche qui les regarde, mais je crois que l'autruche a compris qu'ils avaient pris un de ses œufs, et elle est en train de les regarder, mais avec un air barrez-vous parce que sinon je vais vous atomiser. Voilà, je trouvais ça assez énorme. Franchement, l'autruche elle joue bien, voilà. Non, franchement c'était vachement bien, et bien sûr, le moment qu'on attend tous. Quand on parle de l'homme, on parle de la violence. Et c'est assez troublant parce qu'il fait un rapprochement très rapide. Alors j'aurais souhaité regarder davantage le film dans son montage pour voir un petit peu comment il nous fait cette transition. Mais en fait, on a tout d'un coup une musique qui devient beaucoup plus brutale, beaucoup plus bruyante, et on a les hommes qui commencent à se taper dessus, à se rejeter, à s'exclure, à se pousser, et quasiment le plan d'après, c'est un plan de notre société actuelle, avec un grand trafic d'autoroutes, la grande tour, tout ça est filmé de nuit, voilà, tout d'un coup c'est beaucoup plus agressif, on a des plans d'immeubles aussi, pour montrer aussi la démesure de notre domination. Donc voilà, il y a plein de rapports à faire au montage pour nous créer des contrastes et aussi une façon de sentir les choses, un contact sensoriel dans le rapport à la nature, le rapport aux animaux, à la texture de leur peau, puisque dans le passage, il y a tout un passage dans l'eau, on va avoir un rapport avec des baleines, différents poissons préhistoriques existants, des calamars, voilà, et on va être très près de leur peau, donc il y a vraiment un rapport sensoriel avec les animaux, et aussi un rapport spirituel, puisqu'on va voir des astres, on va aussi filmer d'une certaine façon pour nous inciter à voir à travers les yeux de l'autre, et bien sûr des plans qui durent longtemps pour nous faire, à travers la contemplation, jaillir une autre idée, un autre désir, une autre envie, et peut-être une autre croyance. Ce lien spirituel est renforcé par l'introduction d'une voix off. En effet, Cate Blanchett est en train de nous narrer quelque chose. Alors, je vous dis narrer quelque chose, c'est que je ne savais pas trop ce qu'elle était en train de narrer. Elle apparaît en voix off, particulièrement pendant les ponctuations, avec, comme je vous le disais, ces segments en vidéo, et je trouve qu'elle sert plus de transition que d'explication. De plus, la voix ne m'a pas hypnotisé avec ces questions par rapport à la mer. Enfin, je sentais que c'était une logique de Malick, mais que je n'arrivais pas à épouser. Et donc je trouvais que cette voix off, au final, me faisait plus sortir de la contemplation muette des images que, voilà, un effet d'immersion. Enfin, je trouve que la voix off n'est pas immersive du tout. Elle fait sortir du film. Et je suis sûr que c'était pas son but, mais quand j'entendais à chaque fois la voix de Cate Blanchett, je ressortais des images. Et c'est un peu embêtant quand on veut essayer d'être hypnotisé par le visuel et que ce son-là vient nous ressortir de là. Il n'y avait pas besoin de proposer ce genre de voix. Je pense que Malick voulait peut-être aiguiller une certaine façon de voir le film partout. Ces incessantes questions par la bouche de l'actrice, mais du coup j'ai l'impression qu'on nous force une interprétation, qu'on nous force un lien spirituel particulier, plutôt que par simplement le son et l'image faire notre propre lien spirituel aux images. Et même si on peut, comme je pense le sait Malick, influer sur le lien qu'entretiennent les spectateurs avec les images, plutôt que nous mettre cette voix off, mais en même temps
On l'a vu dans les films précédents, il aime bien faire ça, donc ce n'est pas comme si c'était un défaut, comme si c'était une nouveauté étrange ou une expérimentation. Nous savons qu'il aime bien faire cela. Je trouve que voilà, ça a tendance à intellectualiser particulièrement le film, alors que ce n'était franchement pas nécessaire. Donc je trouve qu'en fait cette voix off est un point négatif du film, malheureusement. Après, vous savez, je pense que je ne saisis pas le travail de Malick parce que je l'aborde par le biais d'autres films, c'est-à-dire Samsara, Baraka, qui sont dans des optiques différentes. J'ai peut-être un avis modifié qui n'est peut-être pas le bon pour adopter ce film, pour accepter et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il voulait dire. Je vous le dis, je vous mets en garde, faites attention. Mais oui, moi j'ai été un peu déboussolé par cette voix off. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir compris le film de Malick, parce que cette voix off pose quand même des questions qui sont vachement importantes. Oh mère, où vas-tu ? Suis-je là pour accepter ton amour ? Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Tu sens que ça veut dire vraiment quelque chose de fort avec les images. Mais moi, ça m'a sorti du film. C'est encore une fois, c'est la frustration vis-à-vis de ce film. On a des images de nature à n'en plus finir. Ça ne m'a pas tout de suite fait revenir à ma réalité. Baraka m'a fait mal, par exemple. J'ai pleuré devant. Mais ici, c'est la vision d'un artiste qui nous appuie davantage la nature qu'un contraste avec notre environnement urbain. Encore une fois, je sens que il y a quelque chose qui m'échappe après la vision du film, et ça me frustre beaucoup. Par contre, ce qui est bien retranscrit, c'est que nous, hommes, nous ne sommes qu'un petit grain de poussière dans l'univers. Nous ne sommes vraiment pas grand-chose, et franchement, on ne devrait pas se faire autant de bile pour tout ce qui se passe autour de nous. Là, en ce moment, il y a les élections, tout le monde s'affole, tout le monde devient fou, mais en fait, ça sert rien du tout, parce que tout ça n'existera plus dans quelques années. Alors que, enfin, je veux dire, quand le film il se termine, on a l'impression d'avoir vécu vraiment l'avènement de quelque chose, quoi. Et nous ne sommes rien dans ce quelque chose. C'est vraiment... quand vous avez terminé le film, vous avez l'impression de ça. Et vous vous dites, en fait, tous mes problèmes, c'est rien, en fait. On n'a pas besoin de s'en faire tellement que ça. Mais la société veut qu'on s'en fasse tellement qu'on n'en puisse plus. Alors qu'en fait, on est des petites fourmis qui sont en train de s'affoler dans une fourmilière, quoi. C'est assez ridicule par rapport à des astres qui sont là depuis des millénaires. Donc je trouve ça assez magique de nous montrer ça. Alors, ça, le film ne nous le montre pas directement, mais moi je l'ai ressenti par rapport à ce que je ressens moi de l'environnement dans lequel je vis. La voix off ne m'a rien indiqué, c'est juste les images avec mon ressenti personnel, et ça je trouve que c'est vachement fort, plutôt que d'avoir une voix off qui t'explique tout, quoi. La voix off de Cate Blanchett, qu'on se comprenne bien, elle n'explique rien, mais elle pose des tonnes d'interrogations, et bien sûr ces interrogations vont forcément arriver à créer un rapport avec ce que vous voyez. Donc dans un certain sens, elle amène quand même à aiguiller le spectateur dans une certaine direction. Mais je pense que si la voix off n'existait pas, ou était très réduite, on aurait une meilleure sensation du film et on se sentirait peut-être un peu plus libre dans notre rapport avec le film, éventuellement. Pour recréer les origines de notre planète, de notre vie, eh bien, Malick s'est approché de scientifiques de différents domaines. Après les premières représentations à l'écran, ils ont décidé quand même de colorer un petit peu tout ça, de rajouter de la lumière pour aussi rendre, par exemple, les astres, les planètes, beaucoup plus organiques et beaucoup plus cinématographiques pour le coup. Et ils ont fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Dan Glass. C'est un superviseur d'effets spéciaux qui a travaillé sur notamment Les 8 salopards, Batman Begins, Sleepy Hollow, Event Horizon, Mission Impossible et la quasi-totalité des films et séries des sœurs Wachowski. Donc c'est quelqu'un qui quand même a du background. Ils ont fait plein d'expérimentations avec l'eau, la fumée,
des expériences chimiques avec des liquides et des objets solides. On en voit des traces bien sûr dans la formation des planètes, tout ce qui se passe dans l'espace, mais aussi la création de cellules. On sent qu'ils se sont amusés avec des liquides pour former des choses invraisemblables, sûrement dopées par ordinateur par la suite, donc c'est vraiment super beau. Nous avons aussi, j'ai envie de dire malheureusement, du CGI à petit budget, ça se voit, c'est embêtant, mais c'est pas là très longtemps, il n'y a pas à s'en faire. Quand on arrive sur la période des dinosaures, on a 2-3 dinos et ça s'arrête là. Ce n'est pas l'épopée du Crétacé. À côté de cela, on a des vues réelles, des véritables plans tournés en IMAX, tournés en 4K, au Chili, à Hawaï, Nouvelle-Guinée, le sud des États-Unis aussi. Il y a beaucoup d'endroits où ils sont allés filmer. Ils ont fait appel à Paul Atkins, qui est le directeur de photos chez Malik principalement, mais il a été aussi le directeur de la photographie dans la deuxième équipe de The Revenant, qui est quand même un film assez inoubliable pour sa photographie. Inutile de vous dire que les plans sont fantastiques, comme je l'avais dit dans Samsara, dans ma critique de Samsara, les mauvaises langues parleront d'économisateurs d'écran, de fond d'écran, de trucs d'accueil, enfin vous voyez, voilà, de la mauvaise langue, hein. Il faut vraiment pas le voir comme ça, il faut le voir vraiment comme document du monde, et aussi comme un monde sans trace de l'homme. Et ça, c'est vrai que ça a tendance à être de plus en plus rare. Tout simplement, on revoit toujours les mêmes lieux. Je veux dire, vous regardez des plans dans Voyage of Time, il y a certains plans, vous les avez au début de Prometheus, quoi. C'est-à-dire des plaines assez arides. Mais même, il y a vraiment des plans, on dirait qu'ils ont pris les plans de Prometheus, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais voilà, parce que les lieux dans lesquels l'homme n'a pas mis son empreinte sont très très réduits. Donc on a l'impression de voir toujours les mêmes lieux. Bah oui, si on faisait moins les cons, on aurait peut-être plus de lieux à montrer. Voilà. Non, voilà, encore une fois, c'est le film indirectement nous montre qu'on démolit la planète, en nous montrant en fait la création de la planète. Ça c'est... Ah oui, maintenant je m'embarque dans une réflexion là, mais c'est vrai, le film nous montre la création de la Terre avec ces lieux qui sont déserts, mais en fait on nous montre tout simplement que si vous connaissez pas mal de films en IMAX ou des films qui montrent un peu la beauté de la Terre, vous vous rendez compte que ce sont toujours les mêmes lieux qui nous sont montrés parce qu'on est en train de la détruire, donc il y a encore quelques lieux, mais plus beaucoup, qui sont encore intacts, donc en fait on montre la destruction par la création. Je pense que Malik il n'y a pas pensé, mais maintenant que je me fais cette réflexion, c'est complètement cohérent en fait. Vous pouvez vous amuser, il y a plein de trucs à voir avec les rapports d'échelle, par exemple les rapports d'échelle où vous avez l'infiniment grand avec les planètes qui se créent dans un enrobage de lumière et tout ça, et juste après les divisions cellulaires. Enfin, la bande-annonce fait le rapprochement assez facilement. Pour le film, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus étalé dans le temps, mais on a vraiment des rapports de plans qui sont assez similaires dans le mouvement et dans les choses qui gravitent devant la caméra. Après, vous savez, il ne faut pas s'arrêter simplement à l'image même que vous avez devant vous. Il faut aller au-delà. Vous savez bien que c'est pas juste pour faire joli qu'il a pris ces plans-là, ou qu'il les a filmés, ou qu'il les a créés par ordinateur. Il y a quelque chose derrière. Il faut passer par le montage, une passerelle qui nous amènerait à voir une autre image, une correspondance symbolique. Comme je l'avais lu dans un article, à travers la contemplation, vous verrez un message autre encore, des fois de la combinaison de plusieurs images. Ça ne vient pas tout le temps, mais certaines fois ça vous frappera. Il s'ensuit aussi rapidement du sound design, alors pas tant que ça au final, mais des bruits, voilà, pour quand même donner un peu de texture sonore à l'espace, mais aussi tout le travail de son sur les volcans, les fonds marins, une météorite qui arrive sur Terre pour détruire bien sûr les dinosaures. C'est une entrée fracassante, hein. Elle est menaçante cette entrée. On est près d'une plage, je crois, on est au-dessus de l'eau et tout d'un coup on a un truc qui passe au-dessus de nous, c'est assez effrayant. C'est assez beau à voir dans le film, mais c'est un plan de violence mais qui est très très bref, mais au son ça claquait vraiment beaucoup. Et bien sûr, alors là la musique, je m'attendais un petit peu à un répertoire classique, mais Malik a quand même essayé de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux que ça.
il a utilisé des morceaux de musique classique qu'il a ralentis. Je soupçonne même l'utilisation d'un plugin, d'un effet qui s'appelle Paul Stretched, un nom comme ça similaire qui permet d'étirer la musique pour en faire en fait sans déformer vraiment les accords, mais de le ralentir à un point en fait qu'il y a une espèce de vague de musique au lieu d'un air vraiment harmonieux. Et vous le sentez que en fait on a une musique dans la bande-annonce, la première bande-annonce de Voyage of Time. Alors, je pourrais plus vous dire ce que c'est comme musique, mais c'est une musique classique. Et dans le film, eh bien cette musique est ralentie. Elle est plus lente que dans la bande-annonce. Donc on s'amuse vraiment à essayer de créer un rapport au temps du coup de la musique qui varie en fonction des périodes, en fonction de la création. Et certaines fois c'est juste... on est emporté dans les étoiles, on est hypnotisé, on est comme dans une espèce de torpeur bien au chaud avec cette musique qui vient nous créer une vague dans laquelle nous sommes. Et si vous êtes vraiment bien confortablement dans votre fauteuil, vous êtes en train de nager avec les baleines. Il y a tout un grand passage dans les fonds marins, dans l'eau, parce que c'est pas un fond, on n'est pas dans Abyss, hein, mais on est avec les poissons et je trouve que la musique enrobe vraiment très bien tout ce passage-là. Il y a aussi d'autres moments qui sont super, mais la musique m'a un peu surprise par son traitement. En fait, je pense que voilà, il y a des compositions qui sont classiques, mais il y a aussi un traitement derrière ces compositions. Donc il n'a pas simplement pris de la musique classique et l'a collé, quoi. Non, il y a un travail qui est derrière et il est vraiment palpable. Pour conclure, je dirais que ce film n'a pas pour moi amené Malick plus loin. Je l'aurais souhaité peut-être, mais ce n'est pas le cas. Par contre, je n'irai pas sur le chemin de la descente. C'est quelqu'un qui transforme son cinéma. Mais j'avais lu une critique qui disait que sa légende est sur un fil de s'effondrer. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, comme si la personne qui avait écrit un message pareil pouvait comprendre seulement l'esprit très mystérieux de Terrence Malick. Moi, je ne comprends pas trop comment cette personne agit. Je vais pas me permettre de dire ce mec, il fait plus de bons films, hein. Qu'est-ce que nous savons sur sa façon de faire les films? Déjà, sa façon de filmer, elle est vachement chelou. Comment on pourrait se permettre de dire que oh là là, il est plus qu'il n'était, tout ça? Les gens changent. Ça fait depuis les années 70 qu'il en fait des films. Là c'est sûr, il change le mec, et ça se voit, son cinéma est en train de muter, non seulement son rythme de production, sa façon de filmer. Vous rencontrez les acteurs en interview, ils parlent d'une façon de diriger les acteurs avec Malick, quasiment de l'improvisation tout le temps. Ça se ressent, je pense pas qu'il ait fonctionné comme ça au début de sa carrière. Il y a vraiment un vrai changement, et même ces sujets sont de plus en plus déconnectés de tout ce qui fait en fait notre société, c'est-à-dire un flux, et lui il cherche la déconnexion de ce flux. Night of Cups, c'est totalement ça. Moi je me suis vraiment retrouvé dans son dernier film, hein, Voyage of Time. Je peut-être un peu moins apprécié quand même, mais le film avec Christian Bale, c'est peut-être le film de Malick qui m'a le plus touché, hein. C'était vraiment quelque chose. Ce refus de connexion et cet homme qui erre comme ça dans une liberté et qui essaye de trouver quelque chose de pas trop malsain à quoi se rattacher. Franchement, il y avait quelque chose qui m'a fait fasciner dans son dernier. Mais là, on voit aussi que c'est un cinéma qui prône la nature, comme il l'a toujours fait, qui prône aussi l'humain, sa place à l'intérieur. Et je trouve quelque chose d'optimiste quand même un petit peu par rapport à Colin Scotty qui en ressort déprimé quand on a terminé la trilogie. Non, là, ça se veut quand même montrer que nous ne sommes rien, mais qu'en même temps, c'est quand même beau d'être là. Je devrais dire ça, c'est un peu beauf peut-être de dire ça, mais oui, je trouve que Malick est plus optimiste que Godfrey Reggio. Ce film-là reste une belle attraction, un film spectaculaire de son auteur.
Je vous invite plus à le voir au cinéma parce que vous avez sûrement loupé la séance. Je suis désolé pour vous. Mais de peut-être quand il sortira matérialisé, dématérialisé, de vous le procurer, de le regarder. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont vu peut-être lors des séances uniques, n'hésitez pas. Pour ma part, je lui mettrai un 13,5 sur 20. Et oui, pas plus parce que j'étais quand même un peu déçu de ne pas être aussi impressionné par le film. Mais ça n'engage que moi. Peut-être que quand je le reverrai, je l'apprécierai plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!